On est un peu en avance, hein, c'est bien. Écoutez, bonjour à tous et à toutes et à tous. Et je suis ravi de voir que j'ai un public diversifié, déjà un public nombreux, donc c'est très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'agroclimatologie, donc la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors vous me connaissez avec mon chapeau de cow-boy parce que parfois vous me voyez sur BFM TV ou je ne sais où. En réalité, je ne suis pas juste un communicant, je suis aussi un scientifique, je travaille sur ces informations-là et j'ai pas mal d'informations à vous délivrer, notamment sur les animaux et la production végétale, on le verra tout à l'heure. On a le dernier rapport de Météo France qui est sorti il y a 4 jours à ce sujet, donc j'ai refait toute la présentation pour intégrer les dernières cartes, hein, qu'on verra tout à l'heure. Alors je suis également chasseur d'orage, malheureusement j'ai pas fait de photos dans le Pilat, j'ai fait des photos essentiellement autour de la Côte d'Azur ou autour de Paris, mais pas dans le Pilat. Donc voilà, les photos que vous verrez, ce sont des photos que j'ai faites moi-même en France. Alors, donc pour commencer, je commence par la conclusion. Une fois n'est pas coutume. On est capable de faire face au changement climatique. Je ne suis pas venu ici pour vous dire qu'on va mourir de faim. Je ne suis pas venu ici pour vous dire qu'il n'y aura plus d'agriculteurs, du moins à cause du changement climatique dans l'avenir. Je suis venu ici pour vous dire qu'on est capable de le faire. On est capable de le faire jusqu'à une certaine mesure de température, à peu près plus 3 degrés. Au-dessus, ça devient plus compliqué, on le verra tout à l'heure. Donc on est capable d'anticiper les impacts du changement climatique et on est capable, en les anticipant, donc de diminuer les effets. Qu'on soit d'accord. Alors là, c'est la cartographie globale. C'est une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps par le Bureauté, que je ne connaissais pas à l'époque. C'est la cartographie globale des impacts. Vous voyez que la Loire n'est pas dans une zone forcément très agréable. On est en rouge. Plus on va vers le nord, plus on a des zones qui sont moins impactées par le changement climatique. Et plus on descend dans le sud, plus on a, bien sûr, en altitude, il y a des impacts qui sont moindres. La Loire est considérée comme une des régions qui est sensible, notamment au niveau agricole, pour le changement climatique. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, c'est pour parler de tout ça. Sur votre territoire, alors je suis très content parce que j'ai appris plein de choses, et d'ailleurs bravo parce qu'il y a beaucoup d'AOC, beaucoup d'IGP et beaucoup de ventes locales a priori dans vos chiffres, donc c'est très bien, c'est pas le cas dans tous les territoires dans lesquels j'interviens. Vous avez donc ici un territoire extrêmement varié, entre l'Est, l'Ouest, l'altitude et les plaines. Donc j'ai pris 4 points climatiques, Maclas, Chavanais, Sainte-Croix, Macla. Je vous ai entendu bouger, là, je me suis dit... Sainte-Croix, Sainte-Croix, je ne veux pas dire la suite, et puis Saint-Régis du coin. Voilà, donc je ne sais pas qui a choisi ces noms d'ailleurs. Saint-Régis, c'est un nom un peu particulier. Ou Moulin, Molette aussi, c'est sympa. Je découvre des noms sympas dans le coin. Donc voilà, donc un territoire très varié. Donc forcément, on va parler de vignes, on va parler d'arboriculture, on va parler d'animaux d'élevage, on va parler de fourrage, on va parler de grande culture. On va parler d'un peu tout. C'est pour ça que ça va être assez, alors pas long, mais assez complet, on va dire. Voilà, donc les 4 points, c'est mes 4 points climatiques, parce que le climat en plus n'est pas le même suivant la présence du Rhône ou suivant l'altitude. Donc, en sommaire, on va faire quelque chose d'assez simple. On va regarder les évolutions climatiques et puis ensuite les évolutions agronomiques par culture. Je commence déjà par des définitions, qu'on soit d'accord sur mon métier, qu'est-ce que je fais de ma journée. Alors, je fais de l'agrométéo et de l'agroclimato. Je l'ai défini. L'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. Vous êtes tous agrométéorologues, en tout cas si vous êtes agriculteur, vous êtes tous agrométéorologues ici. C'est-à-dire la météo sur l'agriculture, c'est le court terme. En gros, s'il y a du gel de prévu et que mon pommier est en fleurs, est-ce que je dois mettre des bougies? S'il n'y a pas de pluie qui est prévue dans les prochaines semaines, est-ce que je dois irriguer? S'il y a des excès d'eau ou une canicule de prévu, qu'est-ce que je fais par rapport à la fauche ou à mes animaux d'élevage pour les protéger de la chaleur, etc., etc., etc. En gros, c'est de l'action, décision de terrain, c'est ce que vous faites tous les jours. Par contre, l'agroclimatologie, c'est plus complexe. L'agroclimatologie, c'est l'évolution climatique, donc à long terme, et de voir en fait à quoi ressemblera la production agricole sur le territoire en 2050 ou 2100. Donc c'est plus des questions socio-économiques qui sont intervenir les élus locaux, les élus nationaux, des plans aussi au niveau du ministère de l'Agriculture, les agriculteurs, les assurances, les banques, etc. etc. Donc c'est plutôt qu'est-ce qu'on fera dans le PILA en 2050? Est-ce qu'il y aura de nouvelles variétés de pommes ou est-ce qu'il n'y aura plus de pommes? Est-ce qu'il y aura plutôt de la grenade? Est-ce qu'il y aura de nouveaux cépages?
Quel goût auront les vins dans l'avenir? Est-ce que je dois placer plusieurs milliards d'euros dans le développement d'une filière de la tomate pour préparer l'arrivée 2050, etc., etc. Donc c'est des évolutions sur le long terme, en réalité. Je commence déjà par faire un retour sur ce qui s'est passé sur les différents territoires, pas que le Pila pour commencer, on va regarder au niveau national. Alors, je commence par 2021. 2021, vous savez très bien de quoi je vais parler, en tout cas ceux qui l'ont vécu, c'est l'épisode de gel de 2021. Vous avez ici une représentation de la masse d'air au niveau du globe, hein. Fin mars 2021, on avait un épisode de douceur. À cette période de l'année-là, au même jour, il faisait entre 25 et 30 degrés sur toute la France en 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 25 à 30 degrés, là on peut s'en rendre compte maintenant parce que c'est la même période de l'année. Donc 25 à 30 degrés, derrière on a eu cette descente d'air froid qui a apporté jusqu'à moins 7, moins 8 degrés dans certaines campagnes. Donc il y a eu des brûlures ensuite sur nos végétaux. C'est ce qu'on appelle un faux printemps. Un faux printemps, c'est une période de douceur exceptionnelle en mars qui, du coup, en parallèle, va ouvrir les bourgeons et provoquer une sensibilité au gel. Et ce faux printemps a apporté 2 milliards d'euros de pertes, je ne sais pas pourquoi il y a un 4, 2 milliards d'euros de pertes de rendement, notamment sur la vigne, moins 30%, la prune et la poire de table. J'imagine qu'il y a eu peut-être quelques dégâts, peut-être pas sur les pommiers, parce qu'ils débourrent un petit peu plus tard que la pêche, que la prune ou que la cerise. Voilà, donc ça c'est au niveau national. Maintenant je passe sur 2021. 2022, pardon. Vous suivez bien d'ailleurs. Vous avez ici le viaduc de Millau. Je ne sais pas si vous connaissez le viaduc de Millau. Voilà, donc le viaduc est Millau juste en dessous. Donc je passe sur 2022. Alors 2022, c'était complètement différent comme situation météorologique. On avait cette dépression ici, là, au large du Portugal. Et à l'avant de la dépression, on a de l'air chaud qui remonte. Air chaud, c'est le sirocco. Hein. Air chaud, air sec. Également, l'année 2022 est l'année la plus chaude pour l'instant jamais observée en France. Et puis, la deuxième la plus sèche. Donc 2022, année très chaude, année très sèche. Forcément, perte de rendement très conséquente pour le maïs et pour le blé. Donc le maïs, on passe de moins 5 jusqu'à moins 54%. Dans la région, on était autour des moins 22% et le blé autour des moins 15 à moins 11%. Voilà. Donc déjà, ce qu'on voit, les impacts du maïs ne seront pas les mêmes que pour le blé, beaucoup plus violents parce que le maïs pousse, lui, en été. Ensuite, on a une différence entre le nord et le sud de la France. Le nord va être moins impacté que le sud, qui sera beaucoup plus impacté par les sécheresses notamment. Voilà, donc déjà, on peut voir quelques conclusions sur ces différentes pertes de rendement en 2022. Et 2022, qui d'ailleurs, dans un contexte de changement climatique, sera une année tout à fait normale en 2050. Comme le montre ce graphique, entre 1850 et 2100, vous avez ici en rouge les évolutions prévues pour un scénario modéré du GIEC. Donc c'est les projections, ça s'appelle. Et en noir, ce sont les observations, ce sont des mesures. Donc je place 2022 en violet. Ce qu'on voit, c'est que quand je projette 2022 sur les projections, je tombe sur 2050. On est à peu près en 2050 sur une année classique en termes de température. C'est plutôt 2060-2070 pour les précipitations, d'après le dernier rapport de Météo France. Ça veut dire que il va falloir forcément adapter notre agriculture, au moins jusqu'en 2050, à cette nouvelle donne climatique. Et 2022 devient du coup un exemple de ce que pourrait représenter 2050. Vous avez le petit monsieur qui se promenait là avec son chien. Le monsieur trace une courbe en bleu. C'est la tendance de fond du changement climatique. Le chien, lui, se promène autour de cette trajectoire. Il trace une courbe en rouge. C'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des années humides, des années chaudes, des années humides, des années chaudes, des années sèches, des années plus humides, enfin une variabilité. Le changement climatique pour l'agriculture, malheureusement, il va changer la tendance de fond, un réchauffement de fond, mais il accentue aussi la variabilité entre les années, ce qui pose des problématiques doubles pour l'agriculture, on le verra tout à l'heure. En parlant de cette variabilité, après 2022, deuxième année la plus sèche, on est tombé sur 2024, l'une des années les plus humides jamais observées en France. 2022, vous l'avez ici dans la classification des années pluvieuses en France, 2022. Et 2024, on passe de rien à tout. Ceci dit, ça pose aussi des problématiques, notamment au niveau du fourrage, accessibilité des parcelles pour les semis, accessibilité des parcelles pour la fauche, qualité du fourrage, maladie également. C'est pas parce qu'il y a des excès d'eau qu'on est sorti des risques de problèmes. L'idéal, ce serait d'avoir une année classique, une année intermédiaire, bien sûr.
Donc 2023 pose des problématiques, notamment dans votre région, puisqu'on a eu des excès d'eau. C'est d'ailleurs ici, dans le Pilat, où on a les excès d'eau les plus importants, à cause d'un épisode pluvieux, notamment, qui a rajouté une quantité d'eau faramineuse par rapport à d'habitude. Et vous êtes un petit peu pâle, je remarque, pas trop bronzé, c'est normal. 2024 était une année très sombre. C'est pas une année froide, c'était une année sombre. Ce qui donne cette sensation de fraîcheur, mais en réalité le thermomètre il va mesurer la température, il n'observe pas forcément une grosse fraîcheur, mais c'est que le corps humain réagit aussi à l'ensoleillement. Et donc on a cette sensation de fraîcheur, d'humidité, mais en réalité il fait pas froid, il fait très sombre et très humide. Ce qui est d'ailleurs pas forcément très bon pour les maladies s'il ne fait pas froid. Et donc pour revenir sur cet épisode pluvieux qui a provoqué même des dégâts, il me semble, dans le village ici, eh bien, entre le 16 et le 18 octobre 2024, il est tombé des quantités d'eau tout à fait exceptionnelles pour la région. C'est notamment dû à la présence d'une Méditerranée très chaude, avec beaucoup d'énergie, et qui a apporté beaucoup d'humidité à ces orages cévenols qui sont remontés jusqu'au Pilat. Alors, bien sûr, il y a eu plus de pluie, par contre, du côté des Cévennes d'Ardèche ou des Cévennes du Gard, où là, on a plus l'habitude, cependant. Voilà, ce qui a provoqué une alerte rouge, hein, ce qui n'est pas très courant dans votre région. Voilà pour cet épisode pluvieux. Cet épisode pluvieux, comme je vous le disais, il a aussi beaucoup d'épisodes pluvieux en cours d'année qui vont apporter de l'eau tout le long de l'année parce que la mer était extrêmement chaude. Là, je ne parle pas de la mer Méditerranée, je parle de la mer de l'océan Atlantique. Vous avez ici ce qu'on appelle des rivières atmosphériques. Les rivières atmosphériques, ce sont des, entre guillemets, des courants d'air qui partent des tropiques et qui remontent jusqu'à l'Europe de l'Ouest et qui se chargent en humidité, notamment lorsque la mer est chaude. Ici, lorsqu'on est en rouge, c'est que la mer est plus chaude, anomalie au-dessus des 2 ou 3 degrés. Donc elle avait le temps de se charger d'humidité et les déverser ensuite sur l'Europe de l'Ouest. Donc là, c'est le 23 septembre. Et là, c'est le 11 octobre. Le 11 octobre, c'était le cyclone Kirk qui a rapporté jusqu'à 100 mm de pluie, cette fois-ci en Vendée. Donc on a eu ces figures-là, donc des maïs complètement ravagés parce qu'il y avait du vent, et donc des excès d'eau. Donc certains champs de maïs et de tournesol n'ont même pas été récoltés. Voilà, donc des excès d'eau qui s'expliquent également. Maintenant, à voir la part du changement climatique dans cette histoire, il faudra travailler sur ce sujet-là en 2025 et 2026 pour comprendre ce qui s'est passé en 2024. Voilà pour le retour sur les événements. L'agriculture française est déjà du coup impactée par le changement climatique. C'est pas, je ne vous fais pas une histoire de projection, là je parle vraiment au présent. Et maintenant, on va se projeter. On va se projeter, on va regarder l'évolution des précipitations. Et pour commencer, je regarde déjà ce qui s'est passé sur nos pluviomètres de 1961 à 2012. J'aurais pu projeter même jusqu'à 2024. Vous avez en bleu, je suis pas daltonien, c'est en vert, hein. En vert, chaque petit point c'est un pluviomètre. En vert, c'est lorsque le pluviomètre mesure plus de pluie à l'année. Ok. Donc plus de pluie à l'année sur presque 75% du territoire, dont la Loire, dont Saint-Étienne, dont le Pilat également. En orange, c'est moins de pluie à l'année. On a les Causses des Cévennes, on a surtout la Côte d'Azur qui recense moins de pluie à l'année. Donc pour l'instant, depuis 1961, vous n'avez pas moins de pluie sur le Pilat, vous en avez plus. C'est première conclusion, déjà, c'est pas forcément logique par rapport à ce qu'on entend toujours dans les médias. En termes d'évolution de surface en sécheresse, donc si vous avez plus de pluie, vous allez me dire vous avez moins de sécheresse. C'est pas forcément le cas. Vous avez plus de pluie, mais en même temps, vous avez plus de sécheresse, entre plus 8 et plus 15%. Sur le sud de la France, on a effectivement plus de sécheresse, parce que là, il pleut beaucoup moins. Et en Bretagne, bah, il y a toujours son lot de pluie et de grisaille. La Bretagne est la seule région de France qui, pour l'instant, n'a pas forcément d'évolution de surface en sécheresse. Voilà, avec une partie des Pays de la Loire et une partie des Côtes de la Manche. Donc le changement climatique n'impacte pas nos régions agricoles de la même façon. Des solutions que je vais donner dans la Loire ne sont pas adaptables pour Brest. Les solutions de Brest ne sont pas adaptables pour Strasbourg. C'est pour ça que je regarde au niveau territorial, au niveau des terroirs. C'est ce qu'on va faire à partir de tout à l'heure. Alors le dernier rapport de Météo France qui est sorti il y a 4 jours m'a posé beaucoup de questions, de problématiques d'ailleurs, et je suis convoqué au ministère dans quelques jours. Du coup, vous avez ici l'évolution des précipitations jusqu'en 2100.
2100, on prévoit jusqu'à plus 4 degrés dans un réchauffement suivant la trajectoire politique actuelle des gaz à effet de serre, donc c'est pas farfelu, hein. Il devrait faire plus 4 degrés en moyenne au niveau français. Ici, c'est la pluie au niveau annuel. Lorsqu'on est en bleu, c'est qu'on s'attend à avoir plus de pluie sur l'année. Donc vous voyez bien que le PILA, 2030, 2050, voire pas forcément 2100, on s'attend à avoir 5-10% de plus de pluie encore sur le PILA. Par contre, sur la région sud-ouest de la France, on en aura moins, surtout plus on s'éloigne jusqu'en 2100, moins on en aura. Et les zones hachurées, ça représente les zones d'incertitude. Parce que autant pour la température, on sait que ça va monter. Par contre, pour les précipitations, on a encore beaucoup plus de mal à prévoir l'évolution. D'ailleurs, il y a un rapport sur l'AP3C qui a été fait par les chambres d'agriculture qui ne donne pas exactement les mêmes tendances de pluie. Je vous donnerai le lien tout à l'heure parce que c'est un travail formidable qui a été fait par mes confrères de la chambre d'agriculture. Il n'a pas exactement les mêmes tendances parce que vous voyez, on a quelques incertitudes et donc suivant les sources, on n'a pas du tout les mêmes conclusions. J'ai basé ma présentation sur les derniers rapports officiels de Météo France d'il y a 4 jours. Voilà, donc c'est vraiment les trucs les plus récents. Alors ça, c'était sur l'année. Maintenant, je décompose en saison hiver-été. Ce qu'on observe, c'est que sur l'année, on aura un peu plus d'eau, voire stable. Par contre, dans l'avenir pour l'hiver, on aura plus d'eau en hiver et moins d'eau en été. C'est-à-dire le changement climatique n'apporte pas forcément une évolution annuelle de la pluie, c'est une évolution saisonnière. Et c'est là où ça devient problématique pour vous. Autant pour le touriste, c'est cool, parce qu'il va faire beau en été, moins beau en hiver. Par contre, pour vous, s'il fait trop beau en été, c'est sécheresse, et s'il y a trop d'eau en hiver, c'est excès d'eau. Donc en fait, vous êtes impacté doublement par cette évolution climatique sur toutes les saisons, notamment au niveau du coup hydrique. Vous voyez qu'en été, on a quand même pas mal d'incertitudes, et c'est le rapport de la P3C ne donne pas la même conclusion, il donne un peu plus d'eau en été, notamment par la présence sûrement d'orages. C'est pas forcément de l'eau efficace. Voilà. Par contre, en parallèle, là, je vous ai parlé de la pluie. Mais si je couple à la température, parce que vous savez, si la température augmente, certes, il va peut-être plus pleuvoir, mais si la température augmente, il y a plus d'évaporation et plus de transpiration. Donc l'eau qui tombe, elle repart dans l'atmosphère. Plus il fait chaud, plus l'évapotranspiration augmente. Donc là, vous avez le graphique de l'évolution de la pluie, uniquement de la pluie. Et en dessous, vous avez la même carte avec l'évolution en prenant en compte l'évolution de la température. Donc de l'évaporation, de la transpiration. J'enlève tout ça. Et en fait, certes, il pleut plus à l'année. Par contre, en termes de pluie pour nos sols, c'est moins efficace. Il y aura moins d'eau. Mais il va plus pleuvoir à l'année, mais pour nos plantes, il y aura moins d'eau parce que la température augmente. Plus d'évaporation, plus de transpiration. Donc c'est une nuance à apporter. Parce que certains climato-sceptiques, souvent ils disent, du coup, il va plus pleuvoir à l'année, et c'est quoi le problème? On aura de l'eau, ça va être les tropiques, quoi. Mais en réalité, non. Parce notre sol, et c'est notre référence pour nous, les plantes, on regarde le sol, on ne regarde pas la quantité d'eau qui tombe à l'année. Donc on va regarder maintenant le sol, qui va être notre référence pour nos végétaux. Vous avez ici l'indice hydrique des sols. C'est un indice entre 0 et 1. 0, c'est 0%, 1, c'est 100% de remplissage. Lorsqu'on est tout en haut, là, en jaune, c'est que notre sol est saturé en eau. Lorsqu'on est tout en bas, en rouge, c'est que notre sol n'a plus d'eau pour les végétaux, en prenant en compte du coup les différences de profondeur, mais aussi de qualité de nos sols, de composition, pardon. Donc là, c'est l'hiver 1976, 2005, 2070, 2100. Ce qu'on observe sur le Pilat et même sur toutes les régions françaises, c'est qu'on n'a pas trop d'évolution en hiver. On aura de l'eau dans nos sols en hiver. Comme je vous ai dit, il va un petit peu plus pleuvoir en hiver. Par contre, en été, c'est là où ça devient problématique. On a une diminution de l'indice hydrique des sols pour plusieurs raisons. Il y a moins d'eau en été, avec quelques incertitudes sur l'eau cependant. Par contre, ça, on sait qu'il va faire beaucoup plus chaud, plus d'évaporation, plus de transpiration, donc il y a moins d'eau qui ira dans nos sols. Et les orages qui tomberont seront plus pluvieux, il y aura plus de ruissellement, mais moins d'eau dans les sols aussi. Donc le sol s'assèche en été, par contre, en hiver, il reste à peu près stable. Et si je prends la synthèse annuelle pour les 4 villes d'intérêt, Saint-Régis, Sainte-Croix, Charnat, Macla, oui, mais j'ai pris Charnat parce que c'est la station la plus proche. C'est à peu près le même. Charnas ou Charnat? Charnat, ok. Et Chavanais, là c'est bon. Chavanais, voilà. Du coup, on a nos 4 villes qui ne sont pas du tout à la même altitude et pas exposées de la même façon à la vallée du Rhône.
Vous avez ici l'indice hydrique des sols. Plus je suis haut dans le graphique, plus mon sol est saturé en eau, et plus je suis bas, plus mon sol est sec. Donc là, c'est l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Il y a une espèce de creux comme ça, c'est que c'est logique, en été, le sol est plus sec qu'en hiver. Ça, c'est pas le changement climatique, c'est les saisons. J'espère que je vous apprends rien. Par contre, le changement climatique, il s'observe sur les couleurs. En vert, c'est la courbe 1970. En rouge, c'est la courbe 2070. Ce qu'on observe, c'est qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux en hiver, parfois même légèrement plus humide en mars-avril en 2070. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on a une belle chute en été, on part beaucoup plus bas et surtout on remonte beaucoup plus tard. En gros, la sécheresse estivale est plus intense et plus longue. Voilà, donc de l'eau en hiver et moins d'eau sur la période estivale pour nos sols. Voilà, donc avec quelques différences régionales, il me semble, qui dépendent en fonction en fait, du sol, notamment pour ici. Ensuite, sur ces derniers rapports, il y a celui de Météo France, mais il y a celui aussi d'Explore 2. Explore 2, c'est le dernier rapport qui est sorti sur l'hydrogéologie, donc nappe phréatique et niveau des rivières. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une partie nord-est de la France qui va voir ses nappes monter, hausse du niveau moyen des nappes annuelles, c'est-à-dire qu'une solution d'irrigation est une solution à l'île. Ce n'est pas le cas ici. Ici, déjà, les nappes phréatiques, il me semble que vous n'en avez pas énormément. Vous dépendez beaucoup de l'eau de surface, si je ne me trompe pas. Donc, une solution d'irrigation, surtout avec les nappes phréatiques qui vont diminuer et puis le niveau des rivières qui pourrait diminuer, ce n'est pas une solution forcément pérenne. Voilà. Et encore moins dans le sud-ouest de la France. Là, on a une baisse du niveau des rivières et une baisse du niveau des nappes phréatiques qui est attendue. C'est-à-dire qu'une solution d'irrigation n'est pas une solution pérenne. Dans le sud-ouest de la France, elle doit être accompagnée d'autres solutions. Par contre, me dire qu'on va irriguer du maïs dans l'avenir à Lille, ça ne me choquera pas plus que ça. Voilà, donc des différences suivant les régions. Et si je regarde, pour terminer sur l'eau, les rivières, vous avez ici toutes les rivières françaises. En bleu, c'est les rivières qui ont plus d'eau, plus haut, quoi. Et puis en orange, c'est celles qui sont plus basses. Ce qu'on observe, c'est que sur la partie hivernale et dans une moindre mesure sur la partie printanière, on aura plus d'eau dans nos rivières. Par contre, en été et en automne, on aura moins d'eau. Ça dépend notamment du niveau des nappes phréatiques de surface ou du niveau. En gros, les arrêtés de sécheresse sont plus fréquents en été. Voilà, donc une accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens dans la Loire. Ne vous fiez pas aux personnes qui vont vous dire simplement et bêtement, il y a plus d'eau qui va tomber du ciel, donc c'est réglé. C'est quand même plus complexe que ça en agriculture. Soyez-en conscients. Alors du coup, on va parler de la température maintenant, en termes de température moyenne, mais aussi en termes de température extrême. Parce que ce n'est pas les mêmes conclusions suivant les deux. Je rappelle déjà, dans un premier point, parce que j'ai l'habitude qu'on me dise l'inverse, que le changement climatique est une réalité. Voilà, je le précise. 1970 jusqu'à 2022, il me semble, pour ce graphique. Vous avez ici l'évolution des températures moyennes mondiales, avec donc en rouge, ça va s'afficher, c'est l'évolution qu'on analyse. Voilà, là, l'évolution globale, on ne prend pas juste 10 ans pour me dire qu'il y a un refroidissement climatique sur 10 ans. Parce que c'est le cas. Hein. Parfois, on me dit, je ne comprends pas pourquoi il y a une baisse de température. Ce n'est pas linéaire, il y a de la variabilité interannuelle, mais dans la tendance de fond, ça augmente. Voilà. Au moins, c'est dit. Du coup, vous avez maintenant l'évolution des températures moyennes françaises. Donc là, je redescends au niveau français, puis après, on redescend au niveau du PILA. Donc vous avez la référence 1976-2005 et le futur 2070-2100. C'est pour un réchauffement modéré sur lequel, en fait, on est plus haut dans le rapport de Météo France. Donc là, en fait, on est plus rafraîchissant que ce que Météo France indique dans son dernier rapport. Je n'ai pas encore modifié cette cartographie-là, puisque le rapport est très récent, il date d'il y a 4 jours. Donc ce que vous voyez, c'est que dans le Pilat, à peu près, il faisait entre 9 et 12 degrés suivant l'altitude de température moyenne, parfois peut-être moins en altitude. Dans l'avenir, à Lyon, il fera 14 degrés de température moyenne. Du côté donc, des vignobles de Macla, il fera à peu près 14 degrés de température moyenne, ce qui correspond à la température moyenne de Montpellier chez moi actuellement. Voilà. Alors du coup, voilà, remontée des températures moyennes par le sud. Mais pour vous, en tant qu'agriculteur, arboriculteur, éleveur, vous allez me dire, bah ouais, bah à quoi ça correspond que je passe de 11 degrés à 14 degrés en fait. Il fait 3 degrés de plus toute l'année, c'est cool quoi. Il fera un peu moins froid en hiver, j'aurai moins de chauffage, la facture va diminuer, je poserai la clim en été. Alors, c'est pas une température moyenne qui évolue seulement, c'est aussi des extrêmes climatiques. Et vous, la problématique, ce sont les extrêmes.
La température moyenne, on va travailler sur ça tout à l'heure, sur l'évolution de l'aire de répartition des cultures. Ça, elle garantit l'évolution de l'aire de répartition des cultures. Par contre, la température extrême, elle va vous garantir les pertes de rendement. Commençons par cette température moyenne. Saint-Régis, Sainte-Croix, Charnas et puis Chavanais. Du coup, on a bien une augmentation de la température moyenne. En rouge étant le scénario le plus chaud, c'est plutôt sur celui-là sur lequel on est actuellement. Saint-Régis, c'est pas que vous n'existiez pas avant les années 2000, c'est que vous étiez en dessous des 8 degrés de température moyenne. Mes pauvres, je vous conseille de déménager si vous voulez un peu de chaleur. Voilà, mais déménagez pas trop en plaine parce que là, vous allez après redéménager pour remonter en hauteur parce qu'il fera trop chaud. Donc voilà, donc une évolution, quel que soit le territoire, de cette température moyenne, personne n'est à l'abri. Maintenant, on va regarder les extrêmes. Donc vous avez ici les extrêmes, donc les canicules françaises, c'est les extrêmes hauts, de 1947, il me semble, jusqu'à 2024. Chaque bulle est une canicule. Là, c'est très visible. Je n'ai même pas besoin de vous décrire le graphique. On a multiplié par 4 la fréquence des canicules. Plus la bulle est grosse, plus elle est intense. Et du coup, on a une fréquence et une intensité qui augmentent. Voilà, alors sur les réseaux sociaux, pour revenir à ça, on a certaines personnes de partis politiques, des personnes jeunes, je vous laisse deviner quel parti politique, des personnes jeunes qui viennent me dire « Monsieur Zaka, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de canicule tous les ans, il y en a toujours eu en France tous les ans. » Bah oui mon petit, mais si tu as moins de 20 ans, c'est normal que tu as des canicules tous les ans, mais en fait nous on regarde dans le long terme. Notre chêne, notre hêtre dans les forêts du Pilat, les mélèzes, oui, les sapins qu'on a dans les forêts du Pilat, bah eux ils les ont vécus cette augmentation des canicules. C'est pas parce que tu es jeune que bah, les canicules on doit s'y habituer, nos forêts ne s'y habituent pas forcément. Donc une évolution du nombre de jours à 35 degrés, ici entre 1960 et 2080, suivant les couleurs c'est une évolution, vous voyez bien que toute la France, le nombre de jours à 35 degrés évolue, et là où il faudrait investir, c'est plutôt en moyenne altitude et sur les côtes de la Manche, où là les extrêmes climatiques seront un petit peu plus faibles. Merci. Si je regarde le nombre de jours à 35 degrés maintenant dans nos différentes villes, là on a une très très belle différence. Saint-Régis, il y aura quelques jours à 35 degrés, mais c'est plutôt rare. C'est-à-dire que là, les vaches laitières n'auront moins de stress thermique. Par contre, vous regardez, plus on descend en altitude, notamment dans la vallée du Rhône, à Chavanais, on a quand même beaucoup plus de nombre de jours à 35 degrés. C'est-à-dire que des conclusions agricoles ne sont pas les mêmes en plaine qu'en altitude, ce qui est normal en fonction des extrêmes climatiques. Alors, Chavanais, ça monte quand même jusqu'à 20 jours par an, avec quelques années à 40 jours au-dessus de 35 degrés par an. Enfin, je vous dis des chiffres comme ça, mais je vous laisse imaginer ce que c'est 40 jours au-dessus des 35 degrés par an. À Montpellier, on a des années où c'est 70 jours au-dessus de 35 degrés jusqu'à à peu près 40 degrés de jours en moyenne. C'est énorme. En termes agricoles, une conclusion à Saint-Régis n'est pas du tout la même qu'à Montpellier. Alors dans le dernier rapport de Météo France, à plus 4 degrés, ils m'ont dit, il y a 4 jours, on m'a dit, bah écoutez, monsieur Zaka, on va s'adapter. On m'a dit, on m'a dit dans le rapport, il y a écrit noir sur blanc, parce qu'ils sont très neutres, Météo France, c'est pas leur rôle après de regarder les anticipations et les conclusions sur le territoire. Eux, leur rôle, c'est de donner les chiffres. Donc ils m'ont donné les chiffres, ils m'ont dit, bah en 2100, il fera entre 45 et 50 degrés en pointe en France. Alors du coup, on doit trouver des adaptations. Alors moi, je leur ai dit, bah, des adaptations de quoi en fait? Vous voulez comment? La prime Holstein, je lui mets quoi? Je lui mets une puce 4G qui va rafraîchir, ou alors je mets la clim dans les poulaillers, ou peut-être qu'on peut raser toutes nos forêts et en planter de nouvelles aussi, parce qu'à 45-50 degrés, je suis désolé, il y a un moment, il faut se résigner et se dire, bah, il n'y a pas d'adaptation. La meilleure façon de s'adapter à plus 4 degrés, c'est de ne pas y arriver. C'est-à-dire de réduire les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Pas qu'en France, et dans les autres pays également, hein, il n'y a pas que la France. Donc voilà, jusqu'à plus 3 degrés, 2050, il n'y a pas de problème. On a des sources d'adaptation et on est capable de le faire. Par contre, à partir d'à peu près des années 2070-2080, si on continue dans cette lignée-là, je veux dire, c'est pas magique. Hein. À 45-50 degrés, dans les plaines, pas en hauteur, mais dans les plaines, même les vignobles, ils brûlent. Quoi. Donc il y a un moment, non, c'est presque rassurant de se dire qu'on peut s'adapter à plus 4. En fait, on ne peut pas. Voilà. Il faut s'arrêter avant. Alors à l'inverse, on regarde le nombre de jours de gel. À 0 degré, le nombre de jours de gel, il diminue, quelle que soit l'altitude et quelle que soit la localisation en France, mais aussi sur le
Puis là, vous avez ici de Saint-Régis à Chavanais. Donc forcément, Saint-Régis a plus de jours de gel puisqu'on est en altitude. Chavanais, on passe de 50 à 10. À Saint-Régis, ça diminue également. Alors vous allez me dire, c'est bien, puisqu'il va faire du coup moins de gel, plus chaud, moins de dégâts sur l'agriculture. C'est pas forcément le cas. Vous le savez très bien, le gel il permet d'éliminer certains parasites ou porteurs de maladies, comme la FCO. C'est-à-dire que si vous avez moins de gel, vos moustiques, vos mouches, vos pucerons, pour les betteraves du nord de la France notamment, ils sont moins éliminés en hiver. C'est-à-dire que si vous avez un printemps doux et chaud, eh bien, on a une augmentation des risques de maladies. Ensuite, vos arbres, ils ont besoin de froid. Les pommiers, ils ont besoin d'une certaine quantité de froid pour fleurir. S'il y a moins de froid, il y a des problématiques de floraison, donc de délocalisation de nos pommiers, on le verra tout à l'heure. Et pour terminer, j'ai montré les résultats donc, du dernier rapport de Météo France d'il y a 4 jours. Ceci dit, il y a un travail exceptionnel qui a été fait dans la région, et je pèse mes mots parce que j'ai vu les cartes récemment, c'est le programme AP3C. Le SIDAM a notamment travaillé sur, vous avez l'adresse ici, les cartes sont en libre accès par saison, c'est un petit peu les mêmes cartes que je vous ai montrées, avec une résolution de 500 mètres, ce qui est énorme sur le territoire, c'est très bien. N'hésitez pas à aller voir ce site internet. Le travail de la Chambre régionale a beaucoup travaillé. Alors, il n'y a pas les mêmes conclusions sur les précipitations estivales parce qu'on a des incertitudes. Ce n'est pas les mêmes sources de données toujours. Mais en termes d'adaptation, on est quand même sur les mêmes tendances. Voilà, donc c'est pour donner d'autres sources climatiques que celle que j'ai utilisée, qui est la source de l'État. Bon, du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux impacts agricoles. Puisqu'on a parlé beaucoup des évolutions climatiques, mais ce qui vous intéresse, c'est maintenant de traduire ces évolutions climatiques en impact agricole, ce qui est en gros mon métier, c'est pour ça que vous êtes venus. Alors je vais commencer par l'exotique, on va regarder un petit peu le local d'aujourd'hui et le local de demain, puis après on va revenir sur du terre à terre, on va regarder le blé, les vaches laitières, le fourrage, enfin les choses que vous avez sur le territoire. Là on va regarder des choses du futur. Dans les années 2004, l'INRA de Nancy a travaillé sur l'aire de répartition de nos forêts. C'est-à-dire, ils ont pris un arbre représentatif des forêts, le chêne, plutôt les forêts du Nord, le chêne vert méditerranéen, plutôt la garrigue, et ils les ont répartis sur le territoire en fonction des évolutions climatiques pour savoir nos paysages, à quoi ils allaient ressembler dans l'avenir, potentiellement. Donc ici, 2000-2100. En rouge, vous avez l'aire du chêne vert méditerranéen. Le chêne vert méditerranéen s'accompagne du thym, du romarin, de l'abricot, de la vigne, de la tomate. C'est la garrigue. C'est la garrigue, vous le connaissez, c'est ce qu'il y a un petit peu plus au sud de votre région. Les cigales également. C'est tout ce qu'on a des vacances, c'est là où j'habite, au pied du pic Saint-Loup. Donc le rouge, vous voyez, qui remonte dans la vallée du Rhône, et à un moment, il va déborder sur du côté de Saint-Étienne. En fait, votre paysage en plaine va se méditerraniser. En gros, les forêts vont devenir de plus en plus ce qu'on a en Méditerranée, potentiellement, parce qu'il va falloir les aider à remonter, elles ne remontent pas aussi vite. Ce qu'on a en moyenne altitude va ressembler à ce qu'on a en plaine actuellement, ce qu'on a en haute altitude va disparaître. Donc beaucoup de problématiques, notamment sur les forêts, de mortalité sur nos forêts, on le verra sûrement tout à l'heure. Donc une évolution paysagère. Et ce qui s'est passé quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça sur nos vergers? Parce qu'on les a fait sur les arbres des forêts, mais on pourrait le faire aussi sur les vergers, c'est ce que je vous présente ici. Alors j'ai zoomé sur le Pila, c'est pour ça qu'il y a des petits carrés, on voit les pixels en fait d'études. Si j'étais dézoomé, ce serait plus lisse comme carte. Donc là j'ai zoomé pour qu'on regarde. Là c'est l'abricot bergeron. L'abricot bergeron actuellement c'est de l'abricot le roi de la vallée du Rhône, il est dans la vallée du Rhône. Ce qu'on observe ici avec les couleurs donc de 0% économiquement parlant, pas très rentable, 100%, il est très intéressant. Ce qu'on observe, c'est qu'entre 2000 et 2040, on a une évolution à la hausse de cet abricot du Bergeron qui remonte par la vallée du Rhône et qui atteindra une partie de la zone où il y a les vignobles, où on pourra planter de l'abricot rouge du Roussillon, Bergeron. Mais dans l'avenir, on repasse dans l'inverse, on a un pic au cœur du siècle qui sera intéressant. Derrière, après, il fera sûrement trop sec et trop chaud pour l'abricot Bergeron. Là, on rediminue. Par contre, on le gagne du côté de Mâcon, du côté de Dijon, du côté de l'Alsace, où là, ils pourront faire de l'abricot de la vallée du Rhône, mais cette fois-ci, ce sera la vallée de la Saône. Alors, l'abricot rouge du Roussillon, lui, il s'adapte beaucoup plus à des climats beaucoup plus chauds, beaucoup plus au sud. C'est-à-dire qu'il a plus de mal à remonter au nord.
Le Bergeron, lui, il est remonté, il est même passé de la région. Entre 2000 et 2080, lui, par contre, l'abricot rouge du Roussillon sera peut-être l'abricot rouge du Pilat, même si ce sera la même variété. En tout cas, il sera plus dans le Roussillon. Chez nous, il disparaîtra, il fera pas suffisamment froid pour garantir sa floraison, et il remonte dans les plaines. Par contre, vous voyez les altitudes, alors le parc, il est entouré en rouge, là. En altitude, on n'a pas d'abricot. Ne mettez pas de l'abricot en altitude, parce que là, vous avez des risques de gel. C'est vraiment que ça concerne la partie des plaines côté Rhône ou du Gier, Gier ou Gier, Gier. Voilà, donc c'est attention, hein, ne faites pas non plus n'importe quoi. La pomme Pink Lady. Pink Lady qui aime bien la Languedoc-Roussillon, le PACA, le sud-ouest, un petit peu les pays de la Loire. En tout cas, les plus présentes là-bas. Là, ce qu'on voit, c'est qu'une partie du siècle, en fait, dans un premier temps, elle va être plus favorable, pas en altitude en 2040. Par contre, en 2080, il fera trop chaud en été, là, ça sera défavorable pour la pomme, mais ça sera favorable en altitude. On inverse un peu cette tendance. Ensuite, sur la pomme Golden, qui est peut-être un petit peu plus présente sur le territoire, il me semble, que Pink Lady. Bah, c'est déjà le cas, on le voit sur la carte là, la pomme Golden est présente. Dans l'avenir, on inverse complètement la carte. Alors là, en 2000-2020, on peut produire de la pomme Golden, sauf sur les plus hauts sommets. Je ne sais pas si c'est le cas déjà actuellement. En 2080-2100, c'est complètement l'inverse. On produit la pomme Golden sur les plus hauts sommets, mais plus en plaine. Voilà, donc une évolution de l'aire de répartition de nos vergers. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de vergers là. Je suis en train de vous dire qu'ils vont bouger. C'est pris en compte en fonction aussi de l'irrigation. Alors sur des trucs un peu plus exotiques, le kaki. Le kaki, il n'y en a pas. Là, il n'y en a toujours pas. Après, à la fin du siècle, on aura peut-être 10% de réussite, 20%. Ne plantez pas de kaki, s'il vous plaît. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas non plus magique. Hein. On va pas non plus faire n'importe quoi. Restons pragmatiques. Le kaki est sensible parce qu'il est sensible à partir des moins 12 degrés, même bourgeon fermé. C'est pour ça. Sinon, s'il n'y aurait pas ces problématiques de risque de gel, on aurait pu le mettre. Alors là, vous avez la pêche plate. La pêche plate qui est très roussillon. Très roussillon, 2000, il n'y a rien. 2040, à peine. Par contre, à partir des 2080, on pourra avoir de la pêche plate sur une partie du côté des vallées les plus basses. Alors je continue, cerise Napoléon Bigarreau qui est déjà présente potentiellement sur le territoire, mais qui s'inversera dans l'altitude, elle sera plus intéressante en altitude qu'en plaine. Donc ça remonte en altitude, je crois qu'il y a la burla derrière, je sais pas s'il y a la burla. Non, après il n'y a pas la burla. Alors la cacahuète, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'apéro. Alors la cacahuète, je vous ai mis le parc, il est entouré en noir ici. La cacahuète, alors n'en faites pas jusqu'au moins 2030-2040. Par contre, dans les plaines, elle sera intéressante à partir des années 2040. Voilà. Alors je suis en train de parler de beaucoup de choses. Cacahuètes, kaki. Le plus simple, ça vous fait peut-être sourire, c'est de les planter en fait. Le plus complexe, qui stocke, qui transforme, qui revend. C'est-à-dire sur le territoire, est-ce qu'il faut commencer à maintenant à préparer les habitudes alimentaires sur de nouveaux AOC, de nouveaux IGP? Est-ce qu'il faut investir sur ces futures filières, ces machines, ces lieux de stockage, ces liens, ces tissus économiques nationaux, internationaux, parce qu'on ne va pas manger que entre nous? Ça, c'est toute une question. En fait, la problématique n'est pas agricole, parce que je veux dire, si vous me dites on passe à la pêche plate, pourquoi pas? La problématique est qui finance cette transition et qui derrière gère cette filière. Le plus long, c'est la création de la filière. Alors cacahuètes, alors les agrumes. On en parle beaucoup, des agrumes, l'agrume, l'olive, on en parle beaucoup. N'en plantez pas maintenant, ni jusqu'en 2040, parce que vous avez trop de risques de gel. 2040, peut-être un peu dans les plaines, dans les vignobles. 2071, toujours pas. En fait, ça peut être planté dans un potager, pourquoi pas. Par contre, vous avez trop de risques de gel, en fait, en réalité, qui peuvent endommager les agrumes. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les régions. Vous voyez que ça verdit un petit peu dans les plaines autour du Pilat. Voilà, et puis les oliviers. Pareil, les oliviers, là c'est marrant parce que l'olivier, on ne peut pas le planter maintenant parce qu'il fait trop froid. Il ne fait pas suffisamment chaud pour garantir l'arrivée à la maturité au cours d'année. Sauf exception. Dans l'avenir, en 2040, on pourra. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2070, on ne pourra plus en plaine, il fera trop sec, on pourra en altitude. C'est assez curieux également. Ces cartes-là, c'est la FAO qui les a fait. Les premières cartes, par contre, avec les gros pixels, c'est les miennes. Le soja, pareil, hein, on peut le faire un peu en plaine.
pas en altitude dans l'avenir. Par contre, il deviendra peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas moi qui a fait le modèle, plus intéressant. En tout cas, il y a d'autres choses qui pourraient arriver dans votre région qui sont peut-être moins caloriques, on va dire, mais plus alcooliques. Le vin, la vigne. La vigne remonte sur votre région. Ici, vous avez les différentes couleurs qui correspondent à des différentes catégories de cépages. Le bleu étant le champagne, pays de la Loire. Ici, vous êtes vraiment à la limite en Syrah. Vous avez quelques Syrah, il me semble, Marsanne, Roussanne, enfin des vignobles qu'on trouve plutôt au sud. En tout cas, plus au nord, on ne les a plus forcément en Bourgogne. Vous êtes dans une certaine limite entre le nord et le sud. Dans l'avenir, on pourrait voir ces remontées de vignobles, le jaune étant le Syrah. Voilà, vous voyez remonter beaucoup plus haut. Et vous aurez du orange qui arrive, le Vionnet, Grenache, Mourvèdre. Moi, je crois que je vous en avais déjà quelques-uns. Ceci dit, ça ressemblera plutôt à des vins du Pic Saint-Loup qu'à des vins du Pilat. Voilà, donc une évolution aussi de la qualité des vins, du goût, mais également des cépages. Et vous voyez ici là une désertification de l'Espagne qui ne pourra plus d'ailleurs produire son propre vin. Toujours dans cette forme de désertification, il y a une diversification qui pourrait être intéressante sur le territoire. La tomate, par exemple, tomate qui représente tous les légumes d'été, courgettes, etc. La tomate qui pourrait être favorisée dans un premier temps par l'évolution climatique puisqu'il fera plus chaud sur une partie du printemps, de l'automne, mais aussi de l'été. Par contre, attention, en plaine, ça pourrait s'inverser dans l'avenir. Donc la tomate, dans un premier temps, elle remonte. En termes de couleur, on passe dans le vert. C'est pas forcément ce qui m'intéresse de regarder le vert dans le Pilat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le rouge ici. Parce qu'en fait, en réalité, notre premier producteur de tomates, c'est le Maroc et l'Espagne. Hein. C'est le verger de l'Europe. Eux, ils se désertifient. C'est-à-dire qu'on a des potentiels agricoles à reprendre dans certaines régions de France, dont le Pilat, sur ce qu'ils font actuellement en Espagne et au Maroc. Et peut-être que d'ici 2050, ce sera nous qui exporterons pour eux, puisqu'il fera trop chaud et trop sec. Voilà, donc la tomate, etc., etc. Donc là, j'ai quelques graphiques pour vous montrer pour la tomate, mais je vais les passer parce qu'on voudrait regarder aussi les cultures qui sont présentes sur le territoire. Ici, c'est la carotte, pareil, la carotte, etc. Voilà, maintenant, je parlais du maïs, du blé, de la vache laitière, du fourrage, de choses qu'on a sur le territoire. Maïs, peut-être un petit peu moins, du moins, il ne me semble pas qu'il y en ait beaucoup, mais je vais quand même en parler. Donc pour le maïs, on a une évolution des rendements du maïs entre les années 1961 et 2000, une augmentation des rendements, puis une stabilisation à l'échelle nationale. Quand on regarde les projections climatiques en fonction de la température et de l'eau, le nord pourrait avoir des rendements qui augmentent, c'est-à-dire qu'à Beauvais, à Lille, on pourrait avoir de plus en plus de maïs. Ils en ont déjà, mais ça deviendra de plus en plus intéressant, voire de tournesol. Ils commencent un peu du sorgho. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en irrigué, là-bas, ça peut être intéressant parce que les nappes phréatiques pourront éventuellement le supporter. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Par contre, le sud et le nord non irrigués, le rendement diminue. Voilà, c'est pas magique non plus. Il n'y a que vraiment dans l'extrême nord où ça se passe plutôt bien. Si je regarde plus 1,5 plus 2, donc bon là on y est déjà, 2000, là c'est à peu près 2040 on va dire, irrigué, non irrigué. Ce qu'on observe, c'est que dans le Pilat, du moins dans la région, on a des rendements du maïs qui vont diminuer, quelle que soit l'évolution génétique et quelle que soit l'évolution climatique. Le maïs, lui, va subir trop de fortes chaleurs et de sécheresse. Voilà, qu'on soit d'accord. Alors, c'est certes atténué en conditions irriguées qu'en conditions non irriguées. Si vous avez du maïs non irrigué, là, les rendements seraient les pertes très importantes en 2050, ce qui peut même remettre en question la présence de la culture en non irrigué. Alors pour les solutions d'adaptation, je vais revenir dessus quand on parlera du blé. Alors maintenant, on va parler du coup du blé. Ça va être un peu plus long pour le blé, parce qu'on a beaucoup plus de données, et surtout, on va parler un peu de géopolitique, pour relier quand même cette science agroclimatologique à de la politique. C'est pas juste savoir quand est-ce qu'on cultive, comment on le cultive, c'est aussi des problématiques beaucoup plus économiques. Vous avez ici les rendements du blé depuis 1815, c'est l'époque de Napoléon, et puis donc les deux guerres mondiales, et après la Seconde Guerre mondiale, on a eu un plan agricole au niveau national. On a décidé d'investir à coût de milliards de francs à l'époque sur l'agriculture.
On a amélioré, on appelait ça le progrès génétique, chimique, mécanique, la structuration des filières, c'est la révolution verte. Donc les rendements ont été multipliés par 7. Nous sommes sortis des risques de famine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé donc de structurer cette agriculture parce qu'il a compris que quand le peuple avait à boire et à manger, il était plus docile aussi au niveau politique. C'est un petit peu l'arrière-plan de l'histoire. Et c'est pour ça que les Européens sont assez dociles au niveau politique parce qu'ils ont de quoi manger. En 1789, on a eu des problématiques, vous le savez très bien en France, une révolution, puisqu'en 1788, l'année précédente, on a eu un orage de grêle qui est passé dans la Beauce, qui a détruit toutes les cultures, et donc le prix du pain a augmenté, qui, cumulé aux problèmes politiques, ont fait une explosion. En 2010, 2011 ou 2012, on a eu les printemps arabes. Les printemps arabes étaient dus à une augmentation du prix du pain aussi, parce qu'il y avait une sécheresse en Russie, et eux, ils dépendaient des blés russes. En fait, quand il y a des augmentations de prix des denrées alimentaires, on a souvent des problèmes politiques. D'ailleurs, ces derniers mois, on a eu des inflations aussi, donc des instabilités politiques dans certains pays. Ceci dit, depuis les années 2000, le rendement s'est stabilisé là pour le blé, avec de bonnes années et de mauvaises années, dues pas qu'à la sécheresse, mais aussi à des excès d'eau. Je vous rappelle que le blé pouvait subir des excès d'eau sur sa période de culture. 2024 n'a pas été une année très bonne à ce sujet d'ailleurs. Et quand je regarde les évolutions, les perspectives climatiques en France pour le blé, les pertes de rendement sont certes moins importantes que pour le maïs, parce que le blé ne pousse pas en été. Il se récolte au début de l'été. Et du coup, dans le sud de la France, on aura peut-être moins 5, moins 7% de perte de rendement en moyenne. Dans le nord, par contre, de la France, on n'a soit pas de perte de rendement, et suivant les différents résultats scientifiques, on a parfois même des hausses de rendement. Même plus de hausses de rendement que de baisses de rendement. Donc dans la Loire, on aura toujours du blé. Par contre, les rendements vont se stabiliser, ils se sont déjà stabilisés, ils vont continuer sur ce plateau, suivant les évolutions génétiques à ce sujet. Alors maintenant, on va prendre de la hauteur. Je prends l'Europe. Là, vous avez l'Europe, les évolutions de rendement du blé en Europe. On retrouve à peu près les mêmes résultats pour la France. En vert, hausse de rendement, ici surtout le nord de l'Europe, et une partie de la Manche, une partie de l'Alsace ici dans ce résultat. Par contre, baisse de rendement ici en orange, donc sur toute la partie sud de l'Europe. C'est-à-dire que la zone potentielle de production du blé en Europe, elle va migrer progressivement vers le nord-est avec les conditions climatiques. C'est-à-dire que les futurs producteurs du blé se situent en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Et c'est déjà en fait en réalité le cas. Puisque notre Russie, qui était importateur net de blé il y a 15 ans, en a profité et a décidé d'investir dans ces filières, puisque le CO2 augmente, ça favorise la photosynthèse du blé, il y a de l'eau, la température augmente, il y a moins de gel, ça favorise les filières de blé, et c'est devenu le premier exportateur mondial. Hop là. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. C'est-à-dire qu'elle est passée en 15 ans d'importateur à exportateur. Elle a structuré ses filières. Alors, en termes économiques et en termes politiques et surtout en termes environnementaux, je peux vous dire que c'est pas pareil qu'en France, hein. Les fermes ne sont pas de la même taille et les normes environnementales ne sont pas du tout pareilles. Depuis que la Russie est arrivée, on va dire, au pouvoir du blé, ici à peu près vers 2007, les prix du blé ne font que monter, descendre en fonction des humeurs de la Russie, comme le pétrole et l'Arabie Saoudite. Du c'est que le principal acteur mondial, et suivant la sécheresse, l'embargo, l'invasion, les taxes, l'annexion de la Crimée, les prix ne font que varier. Alors pour la France, ça pose pas trop de problèmes parce qu'on produit notre blé. Pour les autres pays du monde qui en dépendent, le Liban, l'Égypte, la Libye, qui achète de plus en plus, l'Algérie maintenant, qui achète de plus en plus son blé à la Russie, ça pose des problématiques de variabilité de prix pour le pain, première calorie, je rappelle, mondiale, et donc des instabilités politiques. En fait, en entrant par le blé dans certains pays, Poutine, il maîtrise la politique de ce pays-là, Turquie comprise notamment. Le président égyptien est bien embêté, parce que 95% des blés viennent de Russie, donc s'il y a un truc qui lui plaît pas, eh bien, on augmente les prix. En termes de solutions d'adaptation, que ce soit pour le maïs et pour le blé, je rappelle que c'est pas magique, hein. Si quelqu'un vient sur un plateau télé et vous dit j'ai des réserves en eau, je suis adapté au changement climatique, c'est pas le cas. Si quelqu'un vous dit au contraire je fais de l'agriculture de conservation des sols mais je ne veux pas du tout changer de génétique, c'est pas le cas aussi. En réalité, ce sont des complémentarités et c'est complexe.
on a à peu près 9 pôles de potentielle adaptation. Pour le blé, le maïs, on ne va pas appuyer sur les mêmes, hein. Là, par exemple, vous avez de la génétique. Résistance à la sécheresse, résistance à aux canicules également, de nouvelles techniques génomiques qui pourraient, je ne connais pas très bien, mais être intéressantes, il commence à y revenir dessus. Pas les OGM, mais les NBT, NTB, je ne connais pas très bien le sujet. Après, derrière, vous avez du matériel, donc des réserves de substitution, éventuellement de l'irrigation, mais qui doivent être couplées, bien entendu, à une évolution paysagère et agronomique, notamment sur le sol, parce que si on irrigue et que le sol ne retient rien, ça ne sert pas à grand-chose. Biogéographique, c'est l'aire de répartition des cultures. Le numérique, ça peut être intéressant, les tracteurs connectés, les satellites, ça ne remplace pas tout, bien sûr, mais ça peut aider dans la compréhension du territoire. La recherche qu'on met souvent de côté, mais pour travailler sur de la génétique, il faut de la recherche. Pour travailler sur de l'agroforesterie, comprendre ses impacts, il faut de la recherche, etc. Les réductions de gaz à effet de serre et l'économie agricole aussi, parce que si on n'a plus d'agriculteurs en 2050 parce que les produits ne se vendent pas suffisamment cher, c'est sûr qu'on ne pourra pas s'adapter parce qu'il n'y aura plus personne. Donc voilà, ce sont des solutions complexes. Et quand vous avez quelqu'un sur un plateau télé qui vient de vous donner une solution miracle, vous pouvez vous douter que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je passe maintenant à ce qu'on appelle le fourrage et la production animale. On va laisser le végétal de côté. Pour ça, on va regarder l'indice THI, température, humidité, indice. C'est un indice qui couple la température et l'humidité, puisque plus il fait chaud et humide pour les mammifères, plus le corps est en stress thermique. C'est le cas aussi pour vous, hein, les hommes. C'est-à-dire que pour nous les hommes avec un grand H, je ne parle pas des hommes avec un petit H, pour les hommes, eh bien, lorsqu'il fait chaud et humide, on a une capacité de réflexion qui va être moindre. Quoique, je pourrais parler des hommes avec un petit H. On a une capacité qui est moindre, c'est-à-dire que on aura de l'énergie corporelle qui va être plus redistribuée vers la ventilation et la régulation de la température que la réflexion. Par contre, pour les vaches laitières, c'est-à-dire que quand il fait chaud, il y a une énergie corporelle qui va plus être redistribuée vers le allaitement et pour respirer, pour réguler la température, que pour la production de lait, par exemple. Donc on a des pertes de production laitière. C'est-à-dire que quand il fait chaud et humide, on a un stress thermique qui s'installe pour nos animaux d'élevage, cette accentuation du stress ici, jusqu'à la mort. Alors c'est pas du tout du catastrophisme, mais quand il fait 38 degrés et 100%, bon, c'est le hammam ou le sauna. Là, je veux dire, même vous, si je vous mets dedans, il y a un moment, vous allez mourir. Mais ces températures-là ne seront pas atteintes avec cette humidité. Il faut beaucoup trop d'énergie dans l'atmosphère pour ça. Bon. Les impacts à court terme. Une canicule qui dure 1, 2, 3 jours. C'est des pertes de production de lait directes, avec un décalage d'un jour en général. C'est une fatigue corporelle qui s'installe. Et aussi des vaches qui ont moins faim. Des vaches qui mangent moins, c'est des vaches qui du coup ont moins d'énergie pour produire du lait. Et aussi, c'est un mal-être animal qui s'installe. Par contre, à long terme, une canicule qui dure plus de 3 jours. Là, on a une fatigue corporelle qui s'installe, qui s'accentue. Mais tout comme l'homme, hein, quand vous avez chaud pendant 5, 6, parfois 2 semaines, votre corps, au bout d'un moment, il se fatigue. Vous récupérez mal la nuit. Et puis, pour les animaux, on peut avoir des baisses de reproduction, de défense immunitaire, des inflammations mammaires, etc. Donc des pertes économiques à court et parfois moyen terme. Alors bien sûr, ces stress thermiques vont dépendre de l'altitude, on le verra tout à l'heure. Là, vous avez une étude qui a été faite en 2010. On voit ici l'indice THI, température humidité indice. C'est plus il fait chaud, plus on monte. Et là, vous avez la production de lait par jour, donc un plateau qui correspond à l'optimum de la vache. Et à partir à peu près des 67, ça diminue progressivement. Jusqu'à après, il y a une rupture, c'est quand la vache est morte, parce que quand on l'expose à trop de chaleur, elle meurt. Mais donc c'est à peu près moins 0,27 kg de lait en moins chaque 1 de THI gagné. Voilà. Donc j'ai fait ces études-là en prenant en compte ça. Il y a des accentuations qui sont visibles sur le territoire. Ces accentuations sont dues à l'homme, c'est-à-dire quand on a des vaches qui sont dans des parcelles où il n'y a pas d'arbres, forcément il fait plus chaud parce qu'il y a le soleil. Et quand on a des étables ou des bâtiments qui sont qui cumulent la chaleur, et ça peut accentuer ce stress thermique. Là, vous avez par exemple un bâtiment breton qui est tout à fait aux normes et très bien, hein, sauf qu'il n'y a pas de ventilation latérale. Vous voyez, là, les lattes sont toutes collées.
il faudrait enlever une latte sur deux pour avoir un courant d'air. Le problème, c'est que parfois, ça peut être gênant en hiver. Et puis, au-dessus, vous avez des lucarnes. Alors, en Bretagne, c'était nécessaire. Mais quand il a fait 40 degrés à Brest en 2019, on a eu des mortalités d'animaux parce que du coup, ça, c'est une étuve. En fait, c'est une boîte de conserve, quoi, en gros. Enfin, ce serait dommage de dire ça pour les vaches, mais bon, c'est une boîte, quoi. Et ça chauffe par le haut et ça se ventile pas par le côté. Et il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de brumisateur. Donc, c'est une étuve, quoi. Voilà, donc les bâtiments d'élevage sont à améliorer aussi, mais c'est un investissement supplémentaire qui doit être soutenu aussi, du coup, soit par l'État, soit par les banques, parce que bon, il y a un moment, on ne peut pas investir dans tous les domaines. Donc là, c'est le nombre de jours de stress thermique pour Saint-Régis, Sainte-Croix, Charnas et puis Chavanais. Donc vous avez en bleu les stress thermiques faibles qui n'ont pas d'impact économique. Les stress thermiques modérés en orange qui ont un impact modéré. En rouge, ici et là, c'est donc un impact économique modéré. Dans la Loire, en tout cas au niveau thermique, il y aura toujours des animaux d'élevage en altitude. C'est techniquement possible au niveau thermique. Après, on verra au niveau alimentation, fourrage, mais au niveau thermique, c'est le cas. Par contre, me mettez pas de vaches laitières à Valence ou en bord du Rhône. Là, en termes thermiques, ça devient beaucoup plus complexe et il y aura des pertes de rendement trop conséquentes en été. Voilà, donc on aura toujours des potentiels d'animaux. Je ne dis pas la disparition des animaux dans le Pilat. Vous avez ici l'évolution nationale des pertes de production de lait en été en 1970 et 2070. Donc vous voyez, on était à peu près entre 0 et moins 5 éventuellement certaines années en 1970 pour les pertes de production de lait dues à la chaleur. Par contre, dans l'avenir, on voit bien qu'en altitude, on reste à peu près à 2,5%. Par contre, c'est en plaine où là, on dépasse les 12-15% de production de lait en moins en été. Ce qui est très conséquent en termes d'impact économique. Et vous voyez très bien qu'il y a des régions comme la raclette, on a toujours de la raclette, qui seront toujours là, peut-être éventuellement les fromages de l'Auvergne. Attention pour l'Auvergne à la sécheresse. Et là, par contre, vous voyez que sur le nord-ouest, on aura toujours du beurre et puis de la crème fraîche. Ceci dit, les problèmes ne sont pas thermiques, ils seront fourragés. Voilà, ça dépend des régions. Donc vous avez ici les pertes de production de lait toujours dans les 4 villes. Donc là, vous avez jusqu'à 40% de pertes par jour. Ce qu'on voit, c'est qu'à Charnat, on aura à peu près 15% de pertes par jour en été d'ici la fin du siècle. Donc ça augmente ici en rouge. Donc on a bien ces pertes de rendement. Et surtout que ça commence dès mai et ça se termine parfois jusqu'en novembre. Parce que les canicules durent, les périodes chaudes vont s'élargir. Donc voilà, des évolutions de ces stress thermiques en termes d'intensité, mais aussi de présence dans l'année. Il faudra s'attendre à ce que le mois de juin maintenant devienne un mois potentiellement caniculaire, ce qui n'était pas le cas avant sur la définition propre de la canicule. Et j'ai fait ces simulations-là aussi pour les bâtiments, qui sont une solution importante. Donc là, vous avez des vaches en extérieur, à l'ombre, pas au soleil, en bâtiment isolé. Donc là, c'est un bâtiment brumisation, ventilation. Alors, je ne dis pas qu'on met de la clim, mais brumisation, ventilation, et qui n'accumule pas plus de chaleur, qu'il évacue aussi l'humidité. Et là, c'est un bâtiment mal isolé, donc c'est un bâtiment qui peut accumuler la chaleur, mais dont, avec les déjections des animaux, peut augmenter aussi l'humidité, parce qu'il n'y a pas assez de ventilation. Donc, en gros, il fait plus chaud et plus humide à l'intérieur. Donc, vous voyez très très bien que l'une des adaptations nécessaires, en termes de chaleur pour les animaux, c'est le bâtiment. Voilà. Si vos animaux par contre sont en parcelle, c'est l'ombrage. On ne peut pas non plus toujours les avoir en bâtiment. Voilà, donc des pertes économiques qui peuvent être accentuées par le bâtiment. Donc à voir si c'est plus intéressant d'investir maintenant pour améliorer les bâtiments que d'avoir des pertes économiques tous les ans. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça se compensera? Voilà, ça c'est une question assurantielle sur laquelle je bosse avec eux. Donc en termes de solutions d'adaptation, vous avez beaucoup sur ce bâtiment-là pour la chaleur. Après, vous avez d'autres impacts sur des évolutions sur la race, mais ça demande du temps de travaux. Les paysages, ombrage, l'hydrologie régénérative, les paysages, ça je vais en parler sur ma dernière partie. Voilà, donc ça c'était pour la chaleur sur les vaches laitières. Par contre, derrière, il n'y a pas que la chaleur sur les vaches laitières. Et peut-être que la problématique la plus importante de votre territoire, c'est pas la chaleur avec l'altitude, c'est plutôt le fourrage. C'est plus la sécheresse en réalité. Votre problématique, la sécheresse estivale. Vous avez ici la production de fourrage en moyenne sur 30 ans. Par contre, il n'y a pas les distinctions annuelles. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
En bleu, c'est ce qu'on a actuellement, enfin ce qu'on avait, on va dire, dans les années 1950-1979. 2070-2099, c'est en rouge. Alors ce qu'on observe, c'est en ordonnée, c'est la production fourragère. J'ai pas simulé les fauches ici, par contre. Donc ce que vous avez, c'est que le rouge démarre plus tôt que le bleu au début d'année. Bon, ça c'est logique, parce qu'il va faire plus doux, il y a plus de CO2. Je vous ai dit qu'il y a de l'eau dans nos sols à la sortie de l'hiver. En gros, c'est hyper favorable pour la production de fourrage, sauf année exceptionnelle 2011. Il me semble qu'on a eu une sécheresse en avril. Pendant le confinement aussi, on avait eu peu d'eau en avril. Mais ceci dit, hausse du fourrage au printemps avec un pic qui va être plus haut, mais aussi plus court. C'est-à-dire qu'il va falloir se hâter pour aller faucher parce que sinon la qualité va se dégrader. Et problématique, c'est que si on a des excès d'eau, ça va être compliqué à gérer. Derrière, en été, par contre, c'est l'inverse, on passe en dessous. C'est que la saison estivale, il y aura moins de fourrage, beaucoup plus des paysages jaunes, sauf année exceptionnelle de précipitations, mais en moyenne, on en aura moins avec une reprise automnale qui pourrait être intéressante. Tout dépendra de la mortalité de la prairie de certains plants en été. Donc l'objectif de tout ça, ça va être, c'est simple, hein, je vous rassure, ça a l'air compliqué là, mais je voulais vous expliquer. Ça va être de modifier cette courbe rouge qu'on a là pour essayer de la lisser un petit peu plus, pour éviter un pic et un déficit. Premier point, petit 1, c'est de réduire et d'étaler le pic. Donc là, c'est typiquement de la diversité génétique dans nos parcelles. Petit 2, c'est de re-augmenter légèrement sans non plus être magicien, hein, mais c'est d'éviter d'avoir un trop gros déficit en été. Là, c'est de la diversité génétique à racines profondes, luzerne, fétuque élevé, chicorée fourragère, la bracaria, etc. Et de protéger en plus ces parcelles par la présence de haies, d'arbres. N'en mettez pas non plus trop parce qu'ils utilisent de l'eau aussi. Alors il y a aussi d'agropastoralisme, d'agrivoltaïsme, ça dépendra aussi de l'envie de chacun. Petit 3, de redistribuer les excès à l'été, c'est ce que vous faites en réalité, mais le stock va devenir important, pas qu'au niveau d'une seule personne, mais au niveau d'un territoire. Ça deviendra important de regarder le stock fourragé. Petit 4, c'est des apports extérieurs complémentés. Bon, la haie fourragère, donc ceux qui reviennent, bon, le métail aussi, des cultures intermédiaires entre deux cultures, vous les connaissez. Des couverts aussi qui pourraient. Donc la production animale et végétale est une des solutions, les liens entre les deux. Le maïs triticale, sorgho également. Et petit 5, c'est l'extension de la période de pâture, c'est-à-dire que les animaux, s'il n'y a pas trop d'eau dans les parcelles, on pourra les mettre plutôt plus tard, ce qui pourrait permettre de manger directement dans les parcelles. Voilà, donc plein de techniques différentes que j'ai essayé de classifier pour vous ici. Parce que ce graphique, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps. J'essaie de classifier toutes les idées pour comprendre en fait le rôle de chaque, de chaque idée dans chaque période de l'année. Donc on retrouve ici, en termes de solutions d'adaptation, c'est ce que je vous ai dit, sauf que je l'ai mis dans mon schéma classique avec des petits carrés. Moi je trouve que le métail est très intéressant, à condition bien sûr qu'il pousse quand on le sème. Voilà pour ça. Je terminerai par le paysage. Parce que généralement, quand on me pose la question sur les plateaux télé, comment on s'adapte au changement climatique? Et bah, indirectement, est-ce que c'est de l'irrigation? Est-ce qu'il faut des OGM? Est-ce qu'il faut faire des méga-bassines? Par contre, on me demande jamais, est-ce que vous pensez que modifiant la structure du paysage, on peut gérer le microclimat des parcelles, l'arbre, l'irrigation, l'hydrologie, etc. Alors vous êtes très très bien lotis ici dans le Pilat, je vous rassure, ce n'est pas le cas de toutes les régions. Puisque en fait, ce qui s'est passé il y a ces 50-60 dernières années, c'est qu'on a modifié le paysage. Pas que les agriculteurs, il y a aussi les villes. On a modifié le paysage, et en modifiant ce paysage, on a accéléré la course de l'eau sur le paysage. Forcément, si vous enlevez les haies, les murets, si vous mettez des dartis dans les zones inondables, etc., eh bien vous accélérez la course de l'eau. Vous avez artificialisé le paysage. La course de l'eau a moins d'obstacles et elle a moins le temps de rentrer dans nos sols. Donc vous avez ici une synthèse de tout ça, du drainage, du labour trop intense, suppression des haies. Donc c'est pas forcément vous, c'est peut-être la génération d'avant. L'urbanisation, la bétonisation, donc là ça ne vous concerne pas en tant qu'agriculteur, mais c'est surtout les villes. Voilà. Donc tout ça a fait que nos paysages, l'eau est devenue comme un élément qu'on veut rapidement maîtriser et enlever
du paysage, sauf qu'il a moins du coup le temps de rentrer dans les sols. Je vois que les dessinateurs, parce qu'on a des dessinateurs qui nous ont... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins là, ils en peuvent plus. On regardera tout à l'heure, j'imagine, les dessins. Voilà, en bas. Du coup, sur ces paysages-là, vous avez un paysage simplifié, ce qu'on a actuellement, et un paysage plus complexe. Alors, suivant la structure du paysage, forcément, on va avoir de l'eau qui va s'écouler plus rapidement. Si je prends le paysage d'au-dessus, si je prends mon verre d'eau, je verse ce verre d'eau sur mon paysage, il n'y a rien qui retient l'eau, en tout cas beaucoup moins. L'eau va aller très très vite. Et surtout quand on a bétonisé les vallées ou les autoroutes. Je crois qu'il y avait des problèmes de bétonisation à Givors, c'est ça mais ils avaient quand même fait des efforts avant, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a quand même eu des inondations. Mais voilà, donc, sur des paysages plus complexes, alors ce que j'ai vu dans le Pilat est plutôt satisfaisant, hein. Sur des paysages plus complexes, on a de l'eau donc qui va couler, mais qui va être retenue plus longtemps par des haies, par des murets, donc un peu plus d'eau qui peut s'infiltrer dans nos sols. Bien sûr, il y a une partie qui va partir. Des retenues collinaires aussi, il ne faut pas s'interdire de faire quelques retenues dans un respect quand même de l'eau, faire quelques retenues pour l'irrigation. Alors il y a des gens qui labourent dans le sens perpendiculaire de la pente ici au lieu de parallèle pour éviter de faire des effets toboggan, ou de la vigne dans le sens perpendiculaire au lieu de parallèle, après avoir avec la mécanisation. Mais voilà, il y a plein de petites techniques comme ça qui se font pour avoir des paysages qui sont façonnés, des paysages qui pourront évoluer. Donc là, on a les paysages qui évoluent, on peut avoir des arbres aussi qu'on met dans les parcelles. En tout cas, c'est ce qu'on fait de plus en plus dans le sud de la France. Ce qui est marrant, c'est que cet arbre dans les parcelles, dans le nord, quand je vais voir les pommes de terre, les betteraves, ils me disent: ah, mais monsieur Jacquat, les arbres, non, non, c'est trop de travail. Dans le sud, ils me disent: ah, mais en fait, les arbres maintenant, oui, ça protège. Ça dépend du climat, en fait. La pression climatique est telle maintenant sur nos vergers, sur les vignobles et sur nos potagers que l'arbre joue un rôle, comme les panneaux solaires qu'on peut mettre au-dessus, bah, il fait de l'ombre, quoi. Donc progressivement, en fait, ce rôle de l'arbre va être redéfini. Donc des abricotiers dans les vignobles. Ici, je crois que c'est des amandiers dans les vignobles. Le but n'est pas d'avoir du jus d'abricot. Non, le but, enfin si, quoi qu'on pourrait le faire, hein. Le but, c'est d'avoir de l'ombre d'ici, quand ça va grandir, de l'ombre sur les vignes pour maîtriser le taux d'alcool des vignes. Parce que vu qu'il fait trop chaud, maintenant, le taux d'alcool augmente. Là, vous avez des haies. Vous voyez, sur ce paysage-là, vous avez des haies fruitières d'ailleurs, perpendiculaire là, parce que le vent dominant vient d'ici, et là, les haies permettent de ralentir le vent pour ralentir l'évaporation et la transpiration. Ils ont pas mis ils ont pas mis non plus des arbres partout sur le paysage, mais ceci dit, ils ont mis intelligemment. Là, c'est aussi très intelligent parce que vous avez un vignoble en escalier. Le coût de mécanisation, ceci dit, est assez élevé. Il y a des arbres ici dans les parcelles, donc c'est un escalier. Et en plus, là, vous voyez, il y a une pente inverse. Là, vous voyez une pente inverse, c'est-à-dire que l'eau qui coule de la montagne, à un moment, elle ne coule plus ici, elle est récupérée dans une réserve d'eau plus bas. Et il y a une pente inverse qui permet de récupérer l'eau. Et bien sûr, dans le respect de cette eau, hein, on ne va pas dire que si tout le monde fait ça, bah, il n'y a plus d'eau qui va s'écouler en pleine, mais c'est dans une certaine logique territoriale de cette eau. Donc le paysage, au niveau territorial, et pas qu'à un niveau individuel, mais au niveau territorial, permet de maîtriser ce microclimat. Ce microclimat qui d'ailleurs c'est le principe de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on maîtrise le microclimat pour nos animaux. Là c'est du sylvopastoralisme, on maîtrise le microclimat pour qu'il fasse plus frais en dessous, le sol plus frais, et puis du coup au lieu qu'il fasse 40 degrés, il fera plutôt 37. Mais juste 3 degrés, c'est beaucoup, hein, quand on est sur ces températures-là. Là, c'est du maraîchage sous arbre. Là, c'est de grandes cultures aussi sous arbre. Alors, vous voyez bien ici, il n'a pas mis les rangs aussi proches. Parce que l'objectif, là, c'est pas de cultiver du bois, c'est de cultiver du blé, hein. Donc, il y a une certaine logique aussi. C'est que ne mettez pas des arbres partout. Parce qu'après, vous n'allez pas cultiver de quoi manger, vous allez cultiver de l'ombre. C'est ce qui n'est pas forcément logique. Donc c'est dans une certaine réflexion logique, territoriale, à voir. Et je tiens à préciser que ces aspects d'agroforesterie, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recherche dessus pour trouver un équilibre entre telle variété d'arbres, telle variété de céréales, etc. Il y a des choses intéressantes sur la noix et le blé. La noix, par exemple, elle a ses feuilles qui arrivent très tard. C'est l'un des arbres comme le pommier qui prend ses feuilles très tard. Eh bien, ça permet d'avoir de l'ombre, du soleil pour le blé pendant le début du remplissage du grain. Et après, il y a de l'ombre parce qu'il y a des feuilles et ça protège pendant la fin du remplissage du grain. Donc c'est un bel équilibre. On a par exemple de plus en plus de gens dans le sud-ouest qui font des canards du sud-ouest sous les noix.
puisque aussi c'est très compatible, les noix de Dordogne et puis les canards. Donc ça peut faire un gain de place, mais bien sûr dans une logique, dans une forme de logique, hein. Ne me plantez pas des arbres non plus partout. Euh, voilà, et donc je terminerai par l'agriculture de conservation des sols, parce que le sol en réalité gère une très grosse partie de la solution par rapport au changement climatique, puisque le sol est la seule solution qu'on a qui permet de gérer à la fois les excès d'eau et les déficits d'eau. Et c'est ce que vous aurez sur le territoire, une accentuation saisonnière. Le sol permet de gérer les excès et les déficits, c'est-à-dire qu'un sol vivant, il peut absorber plus rapidement de l'eau, et un sol vivant, il peut stocker plus d'eau et la restituer quand il y en a besoin. Donc là, vous avez des techniques d'agriculture de conservation du sol. Je ne dis pas de passer tout ça à la CS pure et dure, mais en tout cas, un couvert, par exemple, entre deux cultures, est déjà très intéressant pour stocker du carbone. Je rappelle que l'agriculture est la seule solution qui nous permet de récupérer du carbone de l'air avec la forêt. On n'a pas besoin de grandes machines qui sont très énergivores pour récupérer du carbone. Plantons du maïs, plantons du blé, plantons des arbres. C'est comme ça qu'on récupère du carbone. Alors j'avais une partie sur les forêts, bien sûr, je la garde en question s'il y a des questions sur les forêts, parce que là on est plutôt agricole, sur la mortalité et les adaptations nécessaires. Et je terminerai du coup ma présentation sur cette vidéo d'un orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes. On peut voir ici une accélération de cet orage. Le 4 août 2020 à Cannes, et j'ai tiré cette photo de cet orage-là, donc avec un bel éclair extra-nuageux, un rideau de pluie ici qu'on voit, les étoiles, quelques planètes. Et cette photo en 2020 a été élue plus belle photo du monde. Voilà, merci.